bonjour, Stéphane Agazzi, architecte. Je suis un des deux architectes de cette opération. Nous sommes deux bureaux qui existent depuis les années 80 et nous pilotons cette opération. Bonjour, je m'appelle Philippe Poiran. Je suis associé dans le bureau d'études de Arséno. Nous faisons de la scénographie d'équipement. Le chantier consiste à démarrer par des opérations d'assainissement et de démolition. Et actuellement, nous sommes dans une phase de reconstruction, commençant par les sous-sols où nous sommes. Et les reconstructions vont se concentrer sur une adaptation fondamentale de la scène, puisqu'on démolit la scène existante pour la reconstruire. Philippe développera les équipements qui sont liés à la scène. L'adaptation la plus grande dans cette salle est une adaptation des coulisses qui va permettre d'abriter toutes les installations techniques qui sont indispensables au futur fonctionnement de la salle, mais que personne ne connaîtra, sauf le régisseur et les spécialistes. Et finalement, une adaptation du lobby bas et haut. Nous sommes actuellement dans le lobby bas, qui sont les deux espaces qui permettront d'accueillir le public. Dans les sous-sols, une phase importante d'adaptation, c'est l'infrastructure nécessaire aux gens du spectacle, c'est-à-dire principalement les locaux d'accueil, les espaces de détente, et puis fondamentalement les loges. Il existe aussi quelque chose de très important que Philippe va développer forcément, c'est la création d'un lieu qui est à l'extérieur de l'enceinte existante et qui permettra d'abriter les instruments dans des meilleures conditions. Alors, d'une manière générale, la scénographie d'équipement considère une salle de spectacle ou un bâtiment à usage culturel dans son ensemble. On aime bien dire que notre champ d'intervention, c'est depuis la porte d'entrée du public jusqu'à la porte d'entrée du matériel. On est souvent interrogé par des architectes, on travaille en collaboration. Où va-t-on mettre la billetterie? Où est le bar? Comment ça fonctionne? Les artistes passent par où? Est-ce qu'on peut passer d'un côté à l'autre? Comment rentre-t-on des personnes à mobilité réduite, comme on dit aujourd'hui, dans la salle? Quelle jauge veut-on? Combien de spectateurs est-ce nécessaire? Dans certaines salles, on nous dit qu'il faut 500 places, sinon ma salle n'est pas rentable. Dans d'autres, on nous dit quelle est la meilleure configuration possible pour mettre du public, quelle est la scène qui nous reste. Puis dans la salle, le calcul de la visibilité, la pente de la salle pour que les gens voient le mieux possible, du choix des fauteuils, etc. On s'occupe de tout ce qui est menuiserie de scène. Et puis tout ce qui est levage, donc fosse d'orchestre qui est motorisé, on a un monte-instrument qui est motorisé, et on a du levage sur scène sur lequel on va accrocher du son, de la lumière, des écrans, des tissus, des décors, tout ce qu'on veut. Le travail consiste à mettre en adaptation cette salle au monde normatif exigé par les administrations, mais aussi d'intégrer le futur projet culturel de façon à permettre aux Saisons Bleues d'avoir l'outil le plus performant pour pouvoir optimiser l'utilisation de cette salle. La difficulté pour nous est de faire entrer ce double objectif de contrainte dans une salle qui existe déjà. Cette salle a été construite dans les années 60. Elle possédait des équipements ad hoc. L'ambition de la future salle est d'avoir les équipements nécessaires à se confronter aux années 2020-2040. Tous ces équipements prennent de la place, tous ces équipements sont d'une complexité redoutable. C'est pour ça que les architectes sont entourés de spécialistes. Et cette complexité doit trouver sa place discrètement dans un espace qui est limité. Ici, on est dans une situation en fait existante, même si, comme Stéphane a dit, on casse la scène, etc. On a des contraintes très fortes d'entrée du matériel, justement. Il y a une porte dans tout ce bâtiment, côté scène. On ne peut pas en créer une deuxième, donc celle-là sera la porte, on n'a pas le choix. Et celle-là sera la sortie de secours aussi pour le public. Donc, par exemple, ces deux notions dont je viens de parler argumentent très fort les dessins qui sont les nôtres aujourd'hui. Peut-être à cette étape du chantier, puisqu'on voit bien où on en est, il faut comprendre que ce n'est pas simplement « ok, je déshabille tout ce qu'il y a dans le bâtiment existant »,
et puis on fait ce qu'on veut. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe un chantier. L'introduction électrique, elle est dans un endroit et elle ne peut pas en bouger. Les locaux de chauffage-ventilation, ils sont dans un autre endroit et il n'est pas question de les bouger. La seule porte d'accès extérieure dans tout le polygone, elle est, j'en ai parlé, à un endroit et elle ne peut pas bouger. Donc avec l'ensemble de ces contraintes, il faut essayer d'entrer les loges, l'accueil public bien entendu, la question des sanitaires qui peut paraître tout à fait anecdotique mais qui n'est pas du tout dans un bâtiment comme celui-ci, le bar, toutes ces choses-là, et tous les locaux techniques annexes, donc instrumentothèque, salle de chauffe, mais les lieux de stockage, les voies d'évacuation, les accès qu'on crée, les nouveaux accès. Je veux dire, c'est Tetris, quoi. Un bâtiment comme ça, c'est Tetris. On a parlé du bâtiment, de ses contraintes, de ses qualités. On n'en a pas parlé, mais c'est un bel objet. Nous, on est rentré là-dedans avec appétit, avec enthousiasme, même si on joue déjà au centimètre et on joue un peu des coudes pour mettre tout ce qu'on doit mettre dedans. C'est quand même un très beau projet. C'est un beau volume, c'est des belles surfaces. Pour 300 personnes, ça joue. Ça répond à ce que le chef d'orchestre nous demande. On essaie de faire un outil qui va fonctionner pour les 20-25 ans qui viennent. Alors, en fait, la fosse d'orchestre existait. Elle ne pouvait se démonter que très manuellement. Et dans les phases d'adaptation de la salle aux besoins des spectacles, la scène avait été prolongée, ce qui fait que la fosse existante était très loin et n'était plus au bord de scène. Donc on a mis tout ça à plat, on casse tout, on refait tout ça propre. Et à la demande de M. Alarcon, on a conservé l'idée d'avoir une fosse motorisée. C'est donc une fosse d'orchestre. Il y a eu tout un travail qui a demandé pas mal d'allers-retours pour en trouver la bonne surface, pour mettre les musiciens qu'ils souhaitent y mettre, mais pour garder, quand la fosse est en bas, quand il y a des musiciens dedans, garder évidemment une profondeur de scène adéquate. On n'est pas au Grand Théâtre où on met 80 musiciens dans la fosse d'orchestre et derrière on a 18 mètres de profondeur. On n'est pas là du tout, on est à la Cité Bleue. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus. Et cette fosse a plusieurs hauteurs de travail. Soit elle est tout en bas, ce qui permet d'être une fosse classique, soit elle est alignée avec la salle, le niveau de la salle, qui permet de faire un deuxième étage, soit elle est au niveau du plateau et elle referme le plateau. Donc quand je n'ai pas besoin de la fosse, le plateau est d'autant plus profond. Et en bas, nous avons l'instrumentothèque. Donc Stéphane a expliqué que on fait une extension en sous-sol du bâtiment existant dans lequel on retrouve deux locaux très importants pour ce qu'on veut en faire. Le premier, c'est ce qu'on appelle la salle de chauffe. C'est un lieu important qu'on a le plus judicieusement placé à l'autre extrémité par rapport au public, parce qu'évidemment, je viens pour voir le spectacle, je n'ai pas du tout envie d'entendre le trompettiste qui fait ses gammes ou que sais-je. Et l'autre local important, c'est l'instrumentothèque. Donc on a un local qui est dédié à la conservation des instruments avec une température et une hygrométrie maîtrisée. Donc on a fait un parcours qui permet, quel que soit l'usage qui est fait de la scène, de la salle, on peut, par un monte-instrument, faire entrer et sortir du matériel dans le bâtiment et dans l'instrumentothèque sans passer du tout par la scène. Les gens l'apercevront toujours comme étant grise de l'extérieur, bleue par ses fauteuils, et noire, que nous sommes en train de nuancer d'ailleurs, noire pour son intérieur. Cependant, une partie des équipements que nous allons réaliser et qui seront vus sont liés à l'acoustique de la future salle. Cela la différenciera de la salle précédente. Et c'est un peu à travers cela que Pierre et moi pourrons nous exprimer d'une façon un peu plus designée. Si on envisage de percevoir un concert en fermant les yeux et en l'écoutant, les gens devraient se dire que la salle est nettement meilleure, non seulement parce que les musiciens sont grands, mais aussi parce que le confort qu'on leur aura proposé sera beaucoup plus grand qu'il ne l'était
dans une salle créée en 1960 où, par exemple, l'isolation thermique n'existait pas. Ces ajustements sont indispensables, ils seront perçus, mais de façon subjective.